Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Anivlog. Alors là, je suis dans le canton du Jura, dans la forêt, et je décide de faire une petite randonnée. J'étais déjà venu par le passé, et puis sans mon matériel. Et puis maintenant que j'ai le téléobjectif, je voulais voir quels oiseaux je pouvais avoir, si j'arrivais à avoir des mammifères. Et puis vu le nombre d'oiseaux que je vois voler, je pense qu'il y a moyen qu'on fasse une belle vidéo. Et puis je lance tout de suite le générique. Avant de continuer, ce que vous allez voir dans cet épisode, c'est le meilleur de ce que j'ai pu observer ici. Certaines images sont toutes récentes, d'autres je les gardais depuis un petit moment. Vous allez comprendre pourquoi. On débute avec ce criquet des pâtures, bien qu'ordinaire, il possède un mécanisme de défense assez particulier qui m'a d'ailleurs moi-même surpris. Il crache du sang. Enfin, c'est en réalité de l'hémolymphe, le sang des insectes. Ce liquide a un goût désagréable et contient des substances chimiques répulsives. Enfin, je ne l'ai pas goûté, mais je sais que ce liquide est destiné à dissuader certains prédateurs. D'ailleurs, sur le moment, j'ai cru que je l'avais serré trop fort et que justement j'étais en train de le faire saigner. À moi, au secours! C'est bien, l'herbe n'est pas trop haute, c'est plus facile de se déplacer. Mais néanmoins, il faut malgré tout rester vigilant aux tiques qui vivent dans la végétation basse, car elles ont besoin d'une certaine humidité, et c'est là qu'elles peuvent plus facilement trouver des proies potentielles. Car oui, de leur point de vue, nous sommes des proies pour les tiques. Concernant ce pâturage verdoyant, on pourrait penser qu'il s'agit simplement d'un espace ouvert assez calme. Mais en réalité, ces milieux sont essentiels pour de nombreuses espèces. Les pâturages abritent une grande diversité d'insectes, de petits animaux et servent aussi de zone d'alimentation pour de nombreux oiseaux. Ils participent également à la santé des sols grâce aux racines des plantes qui retiennent la terre et limitent l'érosion. Ces milieux jouent aussi un rôle important dans le cycle de l'eau et permettent une meilleure infiltration après la pluie. Et même si ça ne se voit pas, ils contribuent aussi à stocker du carbone dans le sol. Et ça, vu la situation de notre planète depuis l'explosion de l'ère industrielle, c'est quelque chose de plus qu'utile, pour ne pas dire indispensable. Autrement dit, ce type d'environnement, en apparence simple, est en réalité un équilibre très riche et très vivant, un lieu idéal pour la biodiversité. Le pâturage regorge de vie. C'est un véritable paradis pour tous ceux qui s'intéressent aux insectes, comme moi, et parmi les espèces les plus fascinantes, il y a les fourmis. Et voici la fourmi rouge sang, une espèce assez commune, mais au comportement vraiment particulier. Car contrairement à beaucoup d'autres fourmis, elle ne fait pas tout le travail elle-même. Non, non, non. Cette espèce pratique ce qu'on appelle l'esclavage, et elle attaque les colonies d'autres fourmis, vole leurs larves et les ramène dans leur propre nid. Une fois adultes, ces fourmis vont travailler pour elle, comme si elles faisaient partie de la colonie. Un comportement assez impressionnant qui montre à quel point le monde des insectes peut être assez complexe et montre certaines similitudes avec notre société. Allez, un peu d'ornithologie. Voici le lieu idéal pour me poser avec ma caméra et en plus il fait frais ici pour Kurt aussi. Et oui, mon chien s'appelle Kurt en l'honneur de Kurt Russell. Appelez-moi Plisken. Ces épicéas communs sont un refuge parfait pour de nombreux oiseaux que j'entends chanter depuis mon arrivée. Ils offrent un camouflage idéal et ici, c'est souvent l'ouïe qui devient votre meilleur allié. Tiens, j'ai repéré quelque chose. Un pinsson des arbres. C'est une espèce très courante dans la région. On peut d'ailleurs distinguer un léger dimorphisme sexuel, le mâle a le torse plus rouge que la femelle. Écoutez bien son chant. Chez cette espèce, le chant joue un rôle essentiel. Le mâle s'en sert pour marquer son territoire et signaler sa présence aux autres individus.
Chaque mâle possède d'ailleurs son propre style de chant, ce qui permet aussi de l'identifier. Coucou est un peu loin pour qu'on puisse le voir, parce qu'il est vraiment dans la forêt là-bas, mais ça indique qu'on va peut-être, je vais peut-être pouvoir en filmer un après. Tiens, je reconnais ce chant. Le rouge-gorge familier est un oiseau très territorial, mais aussi assez facile à observer. Son nom vient d'une époque où le mot orange n'existait pas encore et où toutes les teintes proches étaient simplement appelées rouges. Pour le repérer, il suffit souvent de regarder le perchoir le plus exposé. Il s'y installe pour chanter et signaler clairement que c'est son territoire et qu'il lui appartient. Donc voilà, ça fait à peu près 20-30 minutes que je suis arrivé. J'ai déjà pu filmer quelques oiseaux. Et puis bon, la stratégie que je vous recommande et moi que j'adopte, c'est d'avancer bosquet par bosquet. Je me place à un endroit un peu stratégique où j'ai des vues sur pas mal d'arbres et de branches. Et puis j'essaie d'abord de capter à l'oreille où il y a des oiseaux, puis ensuite d'essayer de les repérer. Et puis souvent on les repère quand ils se déplacent, ça indique leur position, puis on peut voir où ils se posent. Et puis là il y a un rapace, je vais essayer de le filmer. Ouais, donc comme je le disais, j'aime bien poster, il y avait un rapace. C'est drôle, que c'est toujours quand on est là pour observer, il se passe rien, puis dès que je veux tourner une séquence, il se passe quelque chose. Donc c'est bien, ça me porte chance. Puis du coup, je vous ai montré, j'ai un peu de mal à filmer les rapaces, j'ai pas encore l'habitude, et puis c'est pas évident vu que le fond est vide. Mais bon, ça c'est pas trop grave. Et du coup, comme je disais, j'aime bien me poster à des endroits, puis essayer de voir les oiseaux au moment où ils bougent ou de les repérer au son. Mais au son, c'est assez difficile, même avec les jumelles. Dans tous les cas, vous profitez des images sans devoir trop attendre. La mésange noire est elle aussi bien présente et je dois dire que ça me fait plaisir. Ça change un peu de l'omniprésente mésange charbonnière qui fera sans doute son apparition un peu plus tard dans la vidéo. Les mésanges sont d'ailleurs assez peu farouches, ce qui permet souvent de les observer de très près. Comme ici, j'ai même dû réduire mon zoom au minimum pour pouvoir bien la filmer. Voici l'épicéa commun, Picea abyssas, que je vous parlais un peu plus tôt. Un arbre très reconnaissable, notamment grâce à ses aiguilles fines et persistantes. Contrairement aux feuilles classiques, ses épines sont recouvertes d'une couche protectrice qui limite la perte d'eau et permet à l'arbre de résister au froid comme à la sécheresse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il garde son feuillage toute l'année. Mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces arbres sont très appréciés des oiseaux. Leur structure dense offre une excellente protection, comme je l'ai dit, à la fois contre les prédateurs et contre les intempéries. Les branches serrées permettent aussi de créer des zones abritées, idéales pour se reposer ou même nicher. Et en plus de ça, ils abritent toute une microfaune comme des insectes qui servent de nourriture. Autrement dit, un véritable refuge aussi bien pour se cacher que pour se nourrir, soit un spot parfait pour l'observation ornithologique. On repart maintenant dans le pâturage, et ici un prédateur bien embusqué, la lignifie triangulaire, reconnaissable à sa toile en forme de nappe, et d'ailleurs on dirait qu'elle a déjà fait une capture. Les araignées y peuvent impressionner et même faire peur par manque de connaissances, mais en réalité, très peu d'elles sont capables de nous blesser. La plupart, comme celle-ci, ne peuvent même pas percer la peau humaine. Alors ne les tuez pas, elles sont plus utiles qu'on ne l'imagine et super intéressantes à observer quand on prend le temps de s'y arrêter. Attention, attention, qu'est-ce qu'on va trouver ici? Attention, il est caché, très bien caché, tu le vois. Et hop, le criquet du hétiste, une espèce très commune mais surtout incroyable en camouflage. Honnêtement, c'est parce qu'il venait de sauter que j'ai pu le repérer. Et il a bien raison de rester discret. Nos amis à plumes observés un peu plus tôt se feraient une joie de le rencontrer. Ouf, il commence à faire un peu chaud. Je vais me mettre à l'ombre sous cet arbre. Et d'ailleurs, petite précision intéressante, on dit souvent que la mousse pousse toujours au nord, mais en réalité ce n'est pas une règle fiable. La mousse cherche surtout l'humidité et l'ombre, ce qui fait qu'on la retrouve souvent sur des faces moins exposées au soleil. Donc oui,
Elle peut indiquer une direction comme le nord, mais ce n'est pas un moyen sûr de s'orienter, même si ici, c'est bien au nord qu'elle se trouve. Tiens, quelque chose bouge sur ce tronc. Un peu plus loin. Ah, j'ai à peine eu le temps de faire la mise au point, c'était un grippereau des bois, une espèce que je n'avais encore jamais observée avant aujourd'hui. Et un peu plus haut, j'entends un chant très aigu. C'est la linotte mélodieuse. Elle est vraiment bien perchée pour chanter, mais pas eu le temps de prendre une photo. Dommage, ça sera pour une prochaine fois. Dans ce décor, on trouve de petits buissons très denses, souvent parfaits pour observer les oiseaux. Et justement, j'ai repéré quelque chose, et devinez qui c'est? Ah, une mésange charbonnière. Je m'en doutais qu'on allait finalement en finir par en croiser une. C'est tout simplement la mésange la plus commune ici, mais ça reste toujours un plaisir de l'observer. Un opilion. Je vais mettre là-dessous. Ah, il est là. Ici, là. Vous le voyez? Je vais le faire sortir un peu. Hop. Hop. Je vais le prendre. Tac. Voilà. Là, je l'ai fait sortir. Les opilions, on les confond souvent avec les araignées. Mais ils sont totalement inoffensifs pour l'humain. Pas facile d'attraper à une main. Hop. Du coup, je vais le mettre dans un petit récipient pour pouvoir vous le montrer. On remarque surtout ses longues pattes qui peuvent lui servir de véritables antennes pour ressentir ce qui l'entoure. En cas de danger, il peut même perdre une patte et continue de bouger pour distraire un prédateur. Et oui, lui aussi il sait faire de l'autotomie comme les lézards avec leur queue. C'est une stratégie assez efficace qui lui permet de gagner du temps pour s'échapper. Contrairement à ce que son apparence pourrait laisser penser, c'est un animal plutôt lent, qui compte davantage sur la discrétion et l'immobilité. On le trouve souvent dans des endroits humides, comme sous les pierres, dans la végétation basse, comme ici, ou dans ma salle de bain en Thaïlande, dans mon épisode Anankai, dont je vous partage vite fait un extrait. Rien, c'est vraiment l'une des créatures les plus pacifistes que vous puissiez croiser dans une maison. Celui-ci appartient probablement au genre Asamidae, un groupe qu'on retrouve largement en Asie et Asie du Sud-Est. Je dis probablement car l'identification précise des opilions est très variable, casse-tête, il faut souvent un microscope, des détails anatomiques très fins, bref parfois on doit accepter de rester au niveau du genre. D'ailleurs là vous pouvez voir sur les images que je suis en train de montrer à ma fille qu'elle n'a aucune raison d'avoir peur de ce petit opilion. Et même s'il peut paraître étrange, il joue lui aussi un rôle dans l'équilibre de cet environnement, comme chaque espèce. Voici le sorbier des oiseleurs, un arbre assez commun en montagne, facilement reconnaissable à ses petits fruits oranges. Ces baies attirent énormément d'oiseaux qui en sont très friands et participent ainsi à la dispersion des graines. En revanche, pour l'homme, elles ne sont pas vraiment consommées crues car elles sont très amères et légèrement toxiques à l'état frais. Mais transformées, elles peuvent parfois être utilisées en confiture ou en gelée. Un arbre discret, mais très important pour la faune locale. Donc là, je me suis mis à chasser le coucou. J'ai entendu qu'il chante de plus en plus fort, alors je vais essayer d'aller dans la forêt par là. Puis d'aller vraiment tout doucement, puis je vais voir si j'arrive à vous le filmer.
Finalement, pas de coucou, mais vous verrez plus tard dans la vidéo, une belle surprise vous attend. Voici une minuscule araignée de la famille des Theridiidae. On les trouve souvent dans ce type d'environnement, cachées dans les recoins ou sous le bois mort. Elles fabriquent des toiles irrégulières, pas forcément visibles au premier regard. Contrairement à d'autres araignées, elles restent souvent immobiles et attendent qu'une proie vienne s'y piéger. Elles se nourrissent principalement de petits insectes qu'elles immobilisent grâce à leurs toiles et leur venin. Ce ne sont pas des espèces agressives et elles passent la plupart de leur temps discrètement cachées. Une preuve de plus que dans une simple souche, la vie est déjà bien installée. Et sous cette pierre, on découvre une colonie de Formica fusca, la fourmi toute brune. Une fourmi assez discrète mais très répandue en Europe. Contrairement à certaines espèces, elles ne construisent pas toujours de grands nids visibles, elles profitent souvent d'abris naturels comme ici, sous les pierres ou dans le sol. Ce sont des fourmis très actives qui passent leur temps à chercher de la nourriture. Elles se nourrissent principalement de petits insectes mais aussi de substances sucrées. Leur organisation est impressionnante avec une répartition des rôles très précise au sein de leur colonie. Certains s'occupent des larves, d'autres de la défense, ou d'autres encore de la recherche de nourriture. Même si elles peuvent sembler ordinaires, elles jouent un rôle important dans les écosystèmes, en participant à la régulation de nombreuses espèces, et comme souvent dans la nature, tout se passe juste sous nos pieds sans qu'on s'en rende compte. Voici une crotte qui semble être celle d'un renard, notamment à cause de sa forme allongée. Mais un peu plus loin, il y en a une seconde, qui pourrait davantage correspondre à un blaireau. Ces deux espèces partagent souvent le même territoire et utilisent parfois des zones similaires pour marquer leur présence. Les crottes sont d'ailleurs un excellent moyen de communication. Elles permettent de signaler un passage, un territoire ou même un statut. Tiens, sur ce caillou, une autre espèce, cette fois-ci une punaise, Rhiparochromus spini. On la retrouve souvent au sol, dans des milieux secs et ensoleillés comme ici. Elle passe la majorité de son temps à chercher de la nourriture, principalement des graines et des débris végétaux. Contrairement à certaines punaises, elle ne se nourrit pas directement de sons ou d'animaux, mais elle joue plutôt un rôle de recyclage dans la matière végétale. Son petit rostre sous la tête lui permet de percer et d'aspirer les nutriments. C'est un insecte discret, souvent ignoré, mais parfaitement adapté à ce type d'environnement. Et comme beaucoup d'espèces au sol, elle compte surtout sur son camouflage pour passer inaperçue. Plus loin dans la forêt, je suis tombé sur cette plante, la palmière hellebore fétide. Ce sont surtout ses feuilles qui attirent immédiatement le regard, avec cette forme très découpée. Malgré son apparence, c'est une plante toxique, elle produit des substances de défense pour éviter d'être consommée par les animaux. On la retrouve souvent dans les sous-bois, où elle supporte assez bien l'ombre. Une plante discrète, mais très bien adaptée à ces milieux. En m'asseyant pour faire une pause, je suis tombé sur ce petit terrier. C'est celui d'une araignée. Je vais voir avec ce brin d'herbe si j'arrive à la faire sortir pour voir de qui il s'agit. Ce n'est pas si facile. Je pense que les vibrations que j'émets sont trop puissantes et qu'elle comprend qu'il ne s'agit pas d'une proie. Je vais allumer le flash et voir si on peut faire une observation. Elle n'est pas très facile à voir, mais je pense qu'il doit s'agir d'une coélotesse, une araignée qui vit justement dans ce type de terrier. Contrairement aux espèces qui construisent des toiles visibles, elle chasse directement depuis son abri. Elle attend à l'entrée et dès qu'un insecte passe à proximité, elle surgit et hop, elle le capture. Ces terriers sont souvent tapissés de toiles, ce qui permet de transmettre les vibrations. C'est comme un système d'alerte qui lui indique précisément quand une proie est proche. Elle passe la majorité de sa vie cachée et sort principalement la nuit. C'est une araignée très discrète qu'on observe rarement, sauf justement en cherchant ce type de structure. Et comme souvent, il faut être attentif aux détails pour découvrir ce genre d'espèce. Maintenant, je vais tenter une observation avec mon microscope de ce petit carabe, afin de découvrir les secrets de sa carapace. L'on voit que celle-ci est très lisse, noire, brillante, avec des pattes orangées. Les carabes et autres coléoptères possèdent des exosquelettes solides qui les protègent contre les agressions extérieures. Ce sont des insectes actifs, souvent prédateurs, qui se déplacent au sol à la recherche de nourriture. Et même si celui-ci est assez discret, on voit bien ici toute la complexité de sa structure. Là, il vient de se passer un truc extraordinaire. J'étais en train de faire la pause ici, j'étais assis.
Puis tout d'un coup, j'ai entendu le cri du pic noir. C'est un cri assez particulier, comme vous allez le voir dans la séquence qui suit. Puis en fait, il était juste là-bas. Il y a un trompe, il était en train de chercher des larves. Puis bon, il s'est envolé, j'ai pas eu le temps de faire une photo, mais j'ai au moins pu vous le filmer quelques secondes. Mais après, je pense que je vais essayer de vous faire plus d'images. Du coup, je me suis trompé, il était en train de boire en fait. Là, c'est le tronc qu'on voyait. Bon, c'est pas grave, au moins on a pu le filmer. Allons chercher d'autres espèces aux jumelles. Et profitons-en pour parler un peu de l'observation ornithologique. Parce que depuis le début de la vidéo, vous ne voyez que le résultat final, les meilleurs moments, les meilleures images. Mais en réalité, c'est une activité qui demande énormément de patience, d'observation et surtout d'écoute. Il faut souvent se déplacer, tester différents endroits, changer de point de vue. Certains choisissent l'affût, rester immobile pendant des heures, mais ça sera pour une autre vidéo. Moi, je suis plutôt du genre mobile. Je me déplace de spot en spot en me laissant guider par le chant des oiseaux pour essayer de trouver les zones les plus intéressantes. Et malgré tout ça, la plupart des observations restent très furtives, quelques secondes, parfois moins, ce qui rend l'identification assez compliquée. Vous verrez d'ailleurs que certaines séquences restent sans identification précise. Parce qu'entre un oiseau de quelques centimètres et un enchevêtrement de branches, ce n'est pas évident. La lumière joue aussi énormément en masquant les formes et les couleurs. C'est pourquoi votre meilleur allié, c'est tout d'abord l'ouïe. Avec le temps, la connaissance. Savoir quoi chercher, où regarder et quoi attendre. Ça change absolument tout. Mais ça ne vient pas en un jour. C'est le terrain et uniquement le terrain qui vous fait progresser. Et c'est ça aussi qui rend cette passion si particulière, parce qu'une fois plongé ici au cœur de la nature, le temps ne se vit plus de la même manière, il passe beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Bon, je suis content, j'ai réussi à faire une petite séquence, parce que mine de rien, s'il y a beaucoup d'oiseaux, ils sont pas si simples à filmer, ils partent assez vite, plus que je n'aurais pensé, mais bon, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, au moins vous profitez des images que j'ai réussi à obtenir. Et puis, je vous laisse profiter du spectacle. Pour conclure cet épisode, j'ai la chance d'observer un couple de bergeronnettes grises. Et ce qui est assez surprenant avec cet oiseau migrateur, c'est que ma toute première observation de cette espèce s'est faite à Bangkok en Thaïlande, alors quelle n'a pas été ma surprise de la retrouver ici en Suisse quelques mois plus tard, avec le retour des beaux jours. C'est donc une espèce que l'on observe principalement durant la période estivale. Un petit oiseau, de la taille d'un moineau, mais toujours en mouvement, et comme souvent, il m'a été difficile de m'approcher davantage sans risquer de le faire fuir. Surtout en plein pâturage, il est compliqué de trouver un abri. Et nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, donc quelques semaines plus tard, c'est pour ça que j'ai pas le même t-shirt. Donc comme vous l'avez vu, parfois dans des lieux simples, il y a énormément d'espèces, et d'ailleurs c'est le cas un peu partout, hein, même en ville, quand on prend le temps d'observer, il n'y a pas que des moineaux et des pigeons, il y a tout un tas d'autres espèces, mais c'est vrai que dans la nature, il y en a beaucoup plus. C'est normal, c'est leur milieu naturel. Et du coup, cette vidéo m'a pris plus de temps que de prévu, donc j'ai vraiment pas mal travaillé ces dernières semaines, surtout ces 2 derniers jours pour pouvoir la sortir. C'est pour ça qu'il y a eu un petit décalage avec l'horaire. Et j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si elle vous a plu, je vous encourage vraiment à me le dire dans les commentaires, à la partager autour de vous, à la liker bien sûr. Et puis si vous voulez vraiment aider ma chaîne et puis m'aider à aller encore plus loin, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur les animaux. Ciao!